a seat. And I'm just looking for Béa. Wait a second. Yeah. I'm not sure how I should feel. Do I owe you all an apology? And hi, it's Béa. We're waiting for you the other time. Bonjour. It's okay. I put you through a lot of pain, and that was just short. Tout va bien. Vous avez pu apprécier ce film de Jérémy. Alors, ma première question, puisque vous avez encore les images un peu choc quand même du film, on va dire ça comme ça. Alors là, ce que Jérémy, lui, dit quand même de ce film, pensez au visuel là, que vous venez de voir. This is definitely my adolescent dream, a movie for my 19-year-old self. We're saying that, considering what images they saw, it's pretty funny that you would call this film your adolescent dream for your 90-year-old self. You must not be familiar with 19-year-old boys. Ah, peut-être que vous ne connaissez pas trop bien ce que font les ados de 19 ans. C'est vrai, Jeremy. How could it be your adolescent dream? Well, you know, I'm a child of the 1980s, and I grew up on horror movies, sci-fi movies, and a love of special effects makeup and elevated, charged action cinema. And I also happened to be, at the time, you wouldn't know by looking at me, deeply immersed in the world of punk rock and hardcore. Ok. Alors voilà, en fait, moi j'ai grandi, je suis un enfant des années 90, j'ai grandi avec les films d'horreur, de science-fiction, j'adore tout ce qui est effets spéciaux, maquillage et les films d'action pure et dure de ces années-là. Et c'est vrai qu'à me regarder, vous ne le devineriez peut-être pas, mais j'étais vraiment dans le hard rock et le punk scene à cette époque-là. Alors, vraiment pas. On dirait pas, hein, c'est vrai qu'il y a some classic and all that. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, mais je suis sûre qu'il y a des réactions. Il y avait une question d'un... Où ça? De monsieur là-haut. Ah, monsieur là-haut. What's your inspiration, the kind of 2016 Straw Dogs kind of film? Inspiration? Absolutely. That's the one film that... Which film? Straw Dogs. Oh, bah, En français? Chien de paille, bien sûr. Merveilleux film de Peckinpah. Ouais. So I watched that movie as a reference. I thought it's what I wanted to emulate in that it's a very stripped down story with a lot of texture, a lot of grit, and it didn't aspire to be more than what it was. There's no convoluted plot or contrived twists or structure that got in the way. It was just really a basic human survival story. And I did reference that movie. I wanted to know how did Peckinpah actually extract so much out of so little. After I had that down, I just kind of was inspired to move forward. And you know, this film is a little more complicated. I wanted to get more involved in logistics. Shall I let you translate? Ok, yes. Alors c'est vrai que j'ai regardé Les Chiens de paille de Peckinpah en référence pour ce film, parce que ce que j'aimais justement, c'est que cette histoire était finalement une histoire très très pure, avec la texture, avec de l'action, avec de l'émotion, mais il n'y avait pas comme ça un scénario extrêmement complexe, avec des rebondissements. Ce qu'il fallait justement, c'était cette histoire de survie humaine pure et dure qui m'intéressait. Et je voulais justement voir comment Peckinpah avait réussi, avec si peu d'éléments finalement d'histoire, à créer autant de tensions. Et c'était ce qui m'a inspiré. Et là justement, je voulais faire un film plus complexe. Let's go on. Yes, but with Green Room, I think the main difference is that both sides are reluctant. I think with Straw Dogs, there's some sort of sadistic urge when the guys from the town come and attack the house. And in this case, there is a single act of violence that is absolutely senseless in the beginning, but the rest is all
as brutal as it is, very pragmatic and about a cover-up. And if anyone in this scenario could erase the whole night, they would. Alors en fait, c'est vrai que la différence majeure, en tout cas, avec le film de Peckinpah, avec Les Chiens de Paille, c'est que ici, les deux parties, les deux gangs antagonistes, en fait, ne sont pas forcément désireux d'être dans la violence. Alors que dans Les Chiens de Paille, eh bien, il y a quand même une notion de sadisme. Pour ceux qui ont vu le film, quand justement il y a l'attaque de la maison. Ici, c'est vrai qu'il y a un seul acte de violence réellement gratuit. C'est celui du début justement. Mais tout le reste finalement, malgré la brutalité, eh bien ce sont des actes de violence finalement poussés par la nécessité et le pragmatisme. Et en fait, je pense que les deux parties, en quelque sorte, s'ils le pouvaient, eh bien seraient très heureux d'effacer les événements horribles de cette nuit plutôt que de plonger dans cette violence. Like Peckinpah, I mean, the one that survived is probably the one that is the most idealist at first. And you see how they turn and transform into something, I mean, knowing that they only have one thing to do is survive and be ready to kill anybody just to survive. Yes, I thought it would be fun, if you're familiar with bands, with punk rock or any kind of band, I would deem, with a few notable exceptions, the bassist as the most expendable. So it was fun to have the bassist survive. Voilà, en fait, voilà, je ne sais pas si vous êtes vraiment familier avec les groupes en général et les paroles bien sûr, mais sauf exception, en fait, souvent le bassiste est celui que l'on peut facilement en quelque sorte éliminer. Et moi je trouvais ça rigolo justement que ce soit celui qui survive. Question. Oui? Ouais. Wait, you're recording this? Yes. The bassist doesn't survive. Vous avez compris comme soudain, c'est bien. Non, alors en fait, non, fausse, info, intox, on ne sait plus. No spoilers, please don't post that. Ouais, il le fera pas. He's a cool guy. He's a specialist of that. Okay. Alors, question. Oui. Donc je voulais savoir votre choix sur le casting et comment Patrick Stewart est arrivé à la tête de ce groupe de skinheads. Now, voilà, casting question, of course. How did Patrick Stewart ended up being the head of this neo-Nazi, band? Well, he has a background as a Nazi, so I thought it was fit. Oui, enfin, c'est connu, bien sûr, son passé nazi, non? No. You know, as a filmmaker who is just trying to step up the ladder, if you will, incrementally, and I now have access to a lot more talent and a lot more resources than what I'm used to. I really want actors to come to the project who respect my previous work and that will have a certain amount of investment in the movie. So, like most of the cast, you know, I didn't really choose them, they chose me. I think if they expressed interest and had that level of talent, I just welcomed them in. And Patrick was looking to shake things up with his career and have some fun and was looking for an adventure. I think this crazy punk rock Nazi movie gave him just that. Alors voilà, en fait, c'est vrai que comme réalisateur, comme je commence un petit peu à essayer de faire des œuvres déjà plus complexes, et puis désormais j'ai accès, c'est vrai, à plus, disons, de possibilités, de choix de casting, de budget, etc. Eh bien, moi, j'ai envie de trouver des acteurs qui ont envie de venir travailler avec moi sur ce type de film parce qu'ils respectent mon travail précédent. Et j'aime les acteurs qui veulent vraiment s'impliquer dans un film, dans mes films. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment moi qui ai choisi les acteurs, mais je dirais que ce sont eux qui m'ont choisi en exprimant leur intérêt pour mon travail et puis évidemment en étant des acteurs extrêmement talentueux. Et en fait, Patrick Stewart a fait partie de l'aventure parce que je crois qu'il avait envie tout simplement que sa carrière bouge un peu, il avait envie de s'amuser, il avait envie d'aventures différentes et donc pour lui d'être dans un punk rock movie un peu dingue, c'était parfait. Oh, and Patrick Stewart has a great story when he first heard about the project. We have a mutual management company. And he was sent a copy of my previous film, Blue Ruin, and the script for Green Room.
and he watched Blue Ruin and was very much attracted to the tension and thought it was something that very much intrigued him. And then the following day he read Green Room, and he was going through the pages and getting more and more terrified. And then when shit hits the fan in about page 35, 40, he stopped, he put down the script, and he poured himself a scotch and went around. He was at his house in England all alone, and he went around and turned on all the perimeter lights and locked all the windows and doors, and then finished the script. Alors là, j'ai une petite anecdote comme ça par rapport à Patrick Stewart. En fait, peu de temps avant qu'il ait accès à mon scénario, on a en fait la même compagnie de management. Et donc, on lui a donné à regarder Blue Ruin, mon film précédent, et le scénario de Green Room. Alors, il regarde Blue Ruin tout de suite, et puis il m'a dit après, j'ai aimé la tension, l'intrigue, etc. Et puis, le lendemain, il lit le scénario de Green Room. Et là, il raconte qu'il est de plus en plus pétrifié. À un moment, vers la page 35, quand ça devient vraiment, on va dire, un peu hard, là, ce qu'il a fait, il a marqué une pause, il a arrêté. Il s'est versé un petit verre de whisky, hein, parce qu'il était tout seul dans sa maison en Angleterre. Et là, du coup, il est allé allumer les lumières, fermer les fenêtres, fermer les portes, etc. Et il a recommencé la lecture du scénario. Question. Oui ? Oui, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le milieu du punk rock particulièrement, parce que quand on regarde le film, en fait, c'est un prétexte, parce que, comment dire, évidemment, au début, il y a un concert de punk rock, les skinheads sont aussi des punk rockers, mais toute cette histoire de survie, de meurtre, aurait très bien pu se passer dans un autre milieu, alors pourquoi avoir choisi le punk rock particulièrement? Yeah, why specifically choose the punk rock scene, which is really a pretext for the survival murder story that you're telling? So why specifically the punk rock scene? Well, if you want leather and spikes and mohawks and army gear and mayhem and madness, you can either do a post-apocalyptic Mad Max movie for $100+ million, or you set it in the world of punk rock. It's basically like $40. Alors, en fait, voilà, c'est vrai que si vous voulez à la fois du cuir, des mohawks, des armes, de la folie, du chaos, bien en fait, vous avez deux choix. Soit vous faites un Mad Max post-apocalyptique pour plus de 100 millions de $, soit vous faites une scène, un film qui est sur la scène du punk rock, et ça vous coûte à peu près $40. But seriously. Plus sérieusement. I really thought that I hadn't seen the world of hardcore music in the culture done right yet. I mean, I've seen a lot of punk movies, and I think that the fatal flaw with punk movies is they try to make it about punk and how all these speeches and how punk, what it means to the kids. And I think what I wanted to do is really use it as a backdrop and use it as an aesthetic and make it seem like it's a world that maybe the audience isn't accustomed to, but the people in it are not going to have monologues about why they're there, even the ideologies of the skinheads, or with the one exception of the interview with the band, they're actually talking about what attracts them to punk. But I think it's just a very visual, aesthetically attractive place for me to set a genre film, and I thought a concert venue, Green Room, a backstage during a live event would be really a kinetic way to tell a story. Okay, so you're saying that it's not like donc vous dites que Je traduis Non, ça, puis après on va laisser Béa traduire et je donnerai ton conseil. Alors, c'est vrai que c'est vrai que j'avais vu vraiment la scène du hardcore rock vraiment dans des films qui
qui soit réellement représentée telle que cette scène, je l'ai vécue. J'ai vu beaucoup de films, évidemment, de punk, mais en général, l'erreur fatale de ce type de film, c'est qu'en général, ce sont des films qui parlent justement du punk. Alors, il y a des longs discours, le sens, etc., ce que ça veut dire pour les adolescents, etc. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'utiliser cette scène, en quelque sorte, comme une toile de fond extrêmement esthétique, extrêmement puissante. Une toile de fond avec laquelle le grand public n'est pas forcément complètement familier, mais justement je voulais éviter les longs monologues, les idéologies, etc. Sauf évidemment la première interview, évidemment, où un peu ils expriment ce qu'ils pensent, etc. et leur attirance vers le punk. Mais je trouvais que visuellement, c'était évidemment une toile de fond très intéressante pour des films de genre. Et je trouvais que d'avoir un film qui se déroule backstage, pendant qu'en réalité la musique et le concert continuent, eh bien c'était quelque chose qui, moi, m'intéressait en tant que réalisateur. Vous pouvez, si vous voulez, reprendre... Allez-y, allez-y. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que c'est un film, pour vous, c'est un film punk dans sa... comment dire, dans ce qu'il est, dans son esthétique, plutôt qu'un film qui montre des punks. Yes, so if you understand correctly, it's more a film that shows punks into their aesthetics rather than their music per se. Well, I mean, there's 3 live performances, so that's the music, and it's just not, you know, cluttered with ideology. I wanted to show a diversity where you have the more suburban, traditional punk band on the road, you know, using stories from my past and my friend's past of what it was like to be in a low-rent band that never really got off the ground. And you have the other extreme, which is the sort of Nazi punk skinheads, which were much more prevalent in the 1990s when I was in the punk rock scene. There was, in Washington, D.C., there was Nazi punks at every show, just about. Yeah, I mean, it's definitely a showcase of music as far as like what you hear through the walls, and it becomes more of an environmental thing and not so much like a showcase. But I think it really does affect, if you're not conscious of it, I mean, if I take the music out of the movie, you'll be very conscious of the lack of thrust and aggression. Alors en fait, c'est vrai que la musique, malgré tout, il y a 3 quand même morceaux live que l'on entend, 3 morceaux de concert. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que ce n'est pas un film qui est en fait empreint d'idéologie par rapport à ça. Je voulais surtout montrer en fait un petit peu les deux sortes de personnes qui à ce moment-là étaient sur la scène punk, c'est-à-dire à la fois ces groupes punk qui étaient un peu fauchés, qui vraiment qui essayaient de réussir, mais ça ne marchait jamais, qui me rappelaient mon propre passé, celui de mes amis, lorsque moi-même je faisais partie de ces groupes. Et puis à l'autre extrémité de l'échelle, si je puis dire, eh bien on avait ces skinheads qui, dans les années 90, étaient vraiment très présents sur cette scène. Surtout à Washington DC, il habitait tout près de Washington. Et à chaque fois qu'il y avait des concerts punk, eh bien il y avait toujours des skinheads qui étaient présents. Alors, bien sûr, la musique, évidemment, ici, est utilisée, comme je l'ai dit, comme une sorte de fond musical plus que la musique elle-même. Mais je vous promets que si on enlevait toute la musique à ce film, eh bien, vous verriez que toute cette tension, toute cette adrénaline, finalement, eh bien, soudain s'en va. When you say you were part of that scene, you mean you were actually the bassist or the singer? I was a singer. Ok, donc je voulais juste m'assurer, But I was still expendable. Ah, ok, donc alors voilà, à l'époque il était un chanteur, mais bon, on pouvait facilement se passer. What was the name of your band? Oh, Come on, say it's a very it. long story. Well, never mind, say it. No Turn on Fred. Ok, alors là c'est un scoop, hein. No turn on Fred. Donc on ne tourne pas sur Fred. Who the hell is Fred? So, in my hometown, there's lots of traffic signs, like every town, and all the no turn on red, as in traffic signal signs. For generations, people spray painted an F in front of the red. And we naively thought it'd be funny to name our band after these signs so we get 300 free posters around town. But what we forgot is that whenever we left town, we'd have to spend 11 minutes
explaining our band name. So then we became NTOF. D'accord. Alors voilà, dans la petite ville où il habitait, eh bien effectivement, pendant des années et des années, eh bien, tous les jeunes, les ados s'amusaient. Vous savez, il y a toujours aux États-Unis, vous savez, en Californie, par exemple, on peut tourner à droite, etc. Il y a toujours les signes interdits de tourner pendant que le feu est au rouge. Et donc tous les gosses et les ados s'amusaient à rajouter le F, donc ça devenait No Turn on Fred. Alors le problème, c'est que nous, on pensait naïvement avec mes copains, quand on a fait le groupe, s'est dit, c'est génial, grâce à ça, on va avoir au moins 300 posters ou flyers sur justement tous les signaux de trafic et on va parler de notre groupe. On avait oublié qu'à chaque fois qu'on sortait de notre petite ville, eh ben, on passait au moins 11 minutes à expliquer pourquoi no turn on Fred. Donc on s'est devenu NTOF. Yeah, that sounded warm. Yeah, that sounded good. All right, question. Et puis après on vous donnera la parole. Oui. Bonsoir, merci pour votre film, il est super. J'ai beaucoup aimé. Pour sortir un petit peu du punk et de la musique punk et des l'esthétique punk, j'aimerais savoir si, en réalisant et écrivant ce film, il y avait aussi dans l'idée, aux États-Unis, il y a beaucoup de violences raciales qui arrivent, on entend beaucoup parler des groupes suprématistes blancs, il y a un climat en fait qui commence à arriver beaucoup. Les conservateurs commencent à devenir extrêmement prégnants sur la scène politique, et du coup, comment est-ce que ça a pu influencer votre film? Yeah, obviously, first of all, great film, thank you, etc. I mean, when you are, obviously, your film shows, etc., I know. When we see your film in the writing process, did you realize how, in a way, close to reality it was with today in America, but not only in America, by the way, the conservatives, the extreme parties, etc., are really sort of coming up to scene. I mean, did it influence your writing, or is it just a coincidence? Surprisingly, when I wrote this 2 years ago, it wasn't as big an issue. And a few colleagues of mine that might be in the room deemed the script a bit dated. You know, Punks versus Skins is a very 80s and 90s thing. And I wish it stayed irrelevant. I wish it wasn't so appropriate today. In the last 2 years, especially in America, there's been a disturbing uptick in these extreme groups, whether they be technically extreme left or right. Yeah. Oui, alors c'est vrai que j'étais très surpris parce que lorsque j'ai écrit ce scénario il y a à peu près 2 ans, eh bien ce problème n'était pas aussi important et aussi visible surtout. Et d'ailleurs, quelques-uns de mes amis, dont certains sont dans la salle, m'ont dit mais tu trouves pas que ton scénario est peut-être un petit peu, c'est un peu daté quoi, les punks, les néo-nazis, tu trouves pas que ça fait un peu vieux quoi? Et malheureusement la réalité aujourd'hui a rejoint en quelque sorte ma fiction si je puis dire, et récemment aux États-Unis en particulier, eh bien c'est vrai qu'il y a tous les groupes extrémistes en quelque sorte, d'ailleurs qu'ils soient techniquement dits extrême droite ou extrême gauche, évidemment sont de plus en plus dans le paysage, hélas. Ce qui évidemment j'aurais aimé qu'au contraire ce film ne soit pas aussi proche de la réalité. But the more intentional and veiled critique of American culture actually was of the mainstream conservative wing in America, and it was really about, you know, power structure, and it's very much present in the movie where you have someone at the top with ulterior motives of self-preservation and wealth, telling people underneath them, giving them marching orders and misinforming them, and they are causing carnage and they're fighting people and they don't even know why they're fighting, and so that was an intentional critique. It was subtle. I didn't want to like have it be too present, but it definitely helped inform the way I was writing, from Darcy, the leader of the Skinheads, all the way down to the Pitbulls. It's about, you know, who are we at our core? I know it's a pretty tough movie, pretty brutal. Some might perceive it as nihilistic, but, you know, it's about stripping things down, and at our core, we're good. From the Pitbulls who maul and cause all this disgusting damage to people, you know, when they have a chance to be governed by their own rules and they're off the leash, literally, you know, they just want to please their master. They just want to be good. And
that was my way of sort of, I guess, purging some of my anger and watching people in America and across the world with all this blatant misinformation and getting all the people in the underclass to fight each other and bicker about ideology when the people at the top are just laughing and flying over us in Learjets. Alors c'est vrai que en revanche, une critique tout à fait intentionnelle, même si je l'ai voulu assez subtile, je ne voulais pas non plus qu'elle domine, mais je voulais surtout montrer les structures du pouvoir et comment finalement il y a toujours des gens qui sont hiérarchiquement, je dirais, au-dessus, qui finalement pour leur propre motivation et non pas du tout le bien des autres, eh bien les incitent en leur donnant des ordres, en donnant des fausses informations, à finalement, comme c'est le cas dans le film, à les se battre, à les tuer finalement pour des motifs qui ne sont pas les leurs et pour des raisons qui leur échappent finalement. Donc je voulais montrer finalement que malgré cette violence, je voulais que ce soit Darcy ou que ce soit évidemment les Pitbulls eux-mêmes, eh bien, je posais la question de l'identité humaine profondément. Qui sommes-nous ? Alors, bien sûr, je comprends bien sûr que les scènes que vous avez vues, certaines sont extrêmement brutales. Certains penseront peut-être qu'elles sont nihilistes, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Mais ce que je voulais montrer profondément, c'est qu'au fond, l'homme est profondément bon si on le laisse. S'il n'y a pas au-dessus de lui des hiérarchies qui vont lui donner des mauvaises informations. Par exemple, les pitbulls, vous voyez que si finalement on les laisse, qu'il n'y a plus leur chaîne, il n'y a plus d'ordre, eh bien qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien on voit à la fin que ce qu'ils veulent finalement, c'est plaire à leur maître, c'est que fondamentalement ils sont bons lorsqu'on ne leur demande pas de tuer. La même chose lorsque Darcy ne demande pas de tuer, probablement ces hommes ne tueraient pas. À travers ce que je disais, eh bien je voulais un petit peu canaliser cette colère que j'avais contre toute cette information qui est faussée, que l'on nous donne au long de toute la journée et qui en fait qu'il y a des gens très très riches au-dessus de nous qui sont en train d'être dans des jets, etc. et qui n'en ont au fond rien à foutre de nous et de ceux qui au fond sont là menés par des fausses idéologies. In fact, the Pitbull image, I read somewhere that it's an image that came from a very personal thing that happened, right? Parce que what does this pitbull... Je voulais, parce que j'ai lu un article, je voudrais que Jeremy nous en parle, mais l'image du pitbull vient d'un événement assez personnel dans sa vie, je voudrais qu'il nous en parle. Oh yes, I was terrified of dogs for a bit. I was raised with dogs and I really love them. But I was shooting a movie in 2011 and I was upstate, about 2 or 3 hours away from my home, and I got a phone call that my daughter had just been attacked by a dog, and it was just really traumatic for the whole family. She had to go to the hospital and get surgery. She ended up fine, but it was a thing where the doctor said if the dogs had a few more seconds to do their work, or the dog, that it could have been fatal. So it was just like, you know, a lot of this movie is me transferring my nightmares onto you. I feel better. Lucky us, right? Alors voilà, c'est vrai que j'ai été élevée avec des chiens, j'adorais les chiens, mais il s'est passé une chose assez traumatique pour moi, c'est que j'étais en train de filmer en 2011 et que j'étais à 3 heures de chez moi et j'ai soudain eu un coup de téléphone. On m'a dit que ma fille, l'une de mes filles, avait été attaquée par un chien. Et ça a été extrêmement traumatique, elle a subi une opération chirurgicale. Maintenant, bien sûr, tout va bien, mais le docteur nous a dit qu'à quelques secondes près, elle aurait pu mourir. Donc c'est vrai que ce film, vous l'avez compris, c'est beaucoup de mes propres cauchemars que je vous ai offerts et je m'en excuse. Voilà. Question. Well, I have one more thing to add. Oh, yeah. When I was researching the pit bulls for the movie about dog fighting, you know, they became much more present in a theme in Green Room, because the more I found out, the more I realized that pit bulls cause the most fatalities in the United States. But they are a proven friendly breed. And it's tough because it's just because they are trained and bred and distorted by humans to become killing machines, and their nature is they are sort of quantifiably friendly compared to other dog breeds. And so it's just a tragic sort of thing that, and it shows about, again, the theme of learned aggression, learned hatred, and how we sort of distort
what is pure and good into, you know, these terrible things. Alors c'est vrai aussi, je voulais ajouter que lorsque j'ai fait justement de la recherche pour mon film sur les pitbulls et sur les combats de chiens en général, eh bien je me suis rendu compte à quel point en fait d'une part les pitbulls, j'ai appris, étaient les chiens enfin, qui causaient le plus de morts aux États-Unis, enfin, par rapport aux morsures, etc. Alors qu'en fait il est absolument prouvé que c'est une race de chiens qui à l'origine ce sont des chiens extrêmement gentils et doux. Et c'est nous qui en faisons, par des distorsions et par la façon dont on les élève, eh bien, des machines à tuer. Et ça allait de nouveau dans ce que je vous ai dit, à quel point je voulais montrer, à quel point nous étions finalement les jouets de gens ou de forces qui nous apprennent à tuer ou qui nous apprennent l'agression, alors que notre nature profonde, eh bien, c'est d'être bon, justement. Question. Qui a le micro? Voilà. Donc, j'ai aussi beaucoup aimé le film. Sur les notes plus légères, quel est le groupe que vous emmèneriez sur une île déserte? He loved the film too, but in a lighter mood. What would be your desert island band? Oh, certainly Black Sabbath. Great. Pas besoin de traduire. Preferring Ozzy. Allons-y, voilà, voilà. Donc Black Sabbath, comme dans le film. Question. Good evening, and thank you for this film. I loved it. First of all, I'd like to say just one thing. A couple of years ago, there was a tragedy in France. Exactly, not as violent, but on the theme of skinheads, far left and far right. A person called Clément Méric was killed by a couple of right-wing skinheads on the streets. So, for all of those who remember him, this movie could be a huge hit. Chantilly. Sorry. So yeah, I just remember that. So I wanted to tell about it. And I have a question. Yes, I do. After this movie, will you make a new one about Redskins this time? Bon alors donc évidemment une pensée, évidemment un hommage à Clément Méric qui avait été en France il y a à peu près 2 ans, effectivement assassiné en pleine rue par des skinheads. Et puis question évidemment, est-ce que son prochain film sera sur les Redskins? Yes, well, thank you for that, letting me know the context and story. I was not aware of that. Like many Americans, I'm very isolated in my news, and I've been trying to plug my ears of all the hatred and violence. It really does affect me sometimes when I'm writing movies. In America too, you know, so many crazy things happening. But the Color trilogy is not happening. Oh. I'm sorry to say, Green? but Oh. you know, I have one project in development. It's not a go project yet, so I can't really talk about it. But it's been announced. It's called Hold the Dark, and we do consider dark a shade. So it's a way of weaning me off the Color trilogy and sort of defying expectations. Pardon. Oui, d'abord, merci. Effectivement, malheureusement, comme beaucoup d'Américains, eh bien, on n'est parfois pas très conscient de ce qui se passe ailleurs. Et moi-même, je dois avouer que comme je suis souvent très affectée par la violence qui nous entoure et qui grandit, eh bien, je me mets des sortes... Il y a aussi des plaques dans les oreilles pour éviter parfois de trop être affecté par cette violence. Donc non, la trilogie couleur ne se passera pas, il n'y aura pas du bleu, green et une autre couleur. Mais en revanche, il y a un projet en développement, je ne peux pas trop en dire évidemment pour le moment. Ça s'appellerait Hold the Dark. Donc dark, en quelque sorte, est une couleur, si l'on veut. Donc en fait, mais c'est aussi ma façon, évidemment, de ne pas être là où on m'attend. Alors, autre question. Oui, là-bas.
Hey, thanks for being here tonight. So what struck me in your movie that it revolves very much, I thought, around numbers. How many bullets left? How many people left to kill? And you stage very rational killers, very rational, neatly organized neo-Nazis. It makes for quite a discrepancy between that and the killing itself, which is horrifyingly brutal. So I'd love if you could elaborate on that a bit. Alors voilà, alors, je ne sais pas très bien si c'était une question, mais en tout cas, voilà. Donc c'est vrai qu'on a la sensation d'avoir des choses très précises, les chiffres, le nombre de balles qui restent, le nombre de gens tués, etc. Et puis des tueurs finalement assez rationnels. Et puis après, il y a une espèce de tuerie, de massacre complètement horrible. Donc, can you elaborate on that? Oh, for sure. It just drives me crazy when people keep shooting guns with 4 or 5 rounds left in the chamber or in the clip. And I think people are just, I myself as an audience member, I like to sort of scrutinize and fact check and challenge these things. And I don't like artificiality and just the mentality, especially in the United States, like just cut to this, cut to that, streamline it. You know, what's the point? I like to get bogged down in these details that are mostly on the cutting room floor of most movies. It's fun to watch characters in very cinematic situations have to take the time so we can really see how this might happen in real life, and it's much more relatable, for better or worse. And that was the kind of twist, was like, you're in retrospect, you see why all these killings are so brutal and that they can't use bullets to kill people. But you're supposed to be just, you know, it's supposed to be abhorrent and shocking, and then you realize later it was just to satisfy a forensic need, and that is it. And so you look back and you're like, wow, this was just a very surgical mop-up operation. And I thought it just add an element to the movie. And also I love procedural details, and I like to know, I'm very curious, and so this sort of satisfies that. Alors c'est vrai que ça me rend dingue quand je vois des films où il y a des carnages incroyables, alors qu'on sait qu'il reste que 4 ou 5 quarts de balle dans le barillet. Donc voilà, moi en tant que public, quand je vais voir un film, c'est vrai que moi je scrute tous les détails et je déteste l'artifice, ou vous savez cette mentalité qu'on voit beaucoup dans les films américains, on est dans une scène puis soudain sans transition, hop on passe à quelque chose d'autre. Et moi j'aime en quelque sorte au contraire le détail, j'aime presque m'enliser dans le détail, même si je sais que parfois tous ces détails vont finir par terre au montage effectivement. Mais j'aime que mes personnages soient vraiment dans des situations cinématiques où en fait on prend le temps de vraiment d'être dans la réalité, dans le réalisme. Et c'est vrai que en rétrospective, lorsque vous regardez ce film, eh bien vous voyez que la raison pour laquelle ces tueries sont aussi brutales, eh bien c'est que justement il ne reste pas assez de balles. Donc il y a une véritable raison à cette brutalité, à cette sauvagerie. Donc c'est vrai que c'est une façon, cette façon peut-être très chirurgicale d'être dans le détail, mais c'est choquant parce que c'est basé sur la réalité. Et moi c'est cela qui finalement m'intéresse. Question? Oui. Ok. Une petite question sur les références. Encore, je me demandais si Assaut Carpenter en était une ou pas du tout. Si, Carpenter? Assaut, le film Assaut. Oh bah oui. Was Assault on Precinct 13 one of your references, the John Carpenter movie, not the remake? Of course not the remake. Bien sûr, the remake. French, come on, we can be good too, you know. You know, it was. I knew about the film, and I'm a Carpenter fan, but it's one of the few of his I've never seen. And I did realize, wow, this could be too similar. So I did not watch that movie. I finished my script, my second draft, and I felt that I had my story firmly in place. And only then I gave myself a treat, and I watched it. I really enjoyed it, and it was another example of bare bones filmmaking. And it became a reference after the fact, more though in the texture. And it gave me great comfort knowing, like, yeah, you can make a really cool exploitation movie and not try to make it anything else. Just embrace it, have fun,
definitely add more layers to it. But yeah, I think it was a really fun film to watch because it's one of the few that I haven't, and it was after a long screenwriting process, you know, a very cool treat. Alors voilà, oui, bien sûr, grosse influence John Carpenter, mais étrangement, c'était un des rares films de Carpenter que je n'avais pas vu. Mais évidemment, je ne voulais pas le regarder avant d'écrire le scénario, parce que j'avais quand même un peu peur qu'il y ait de grosses similitudes, donc je ne voulais pas être influencée par cela. Mais à la fin de la seconde bouture de mon scénario, je me suis sentie OK pour enfin regarder justement ce film, et je me suis régalée, quoi. Et c'est vrai que ce qui était intéressant pour moi, c'est de voir à nouveau combien à partir finalement d'une histoire, d'un scénario assez finalement brut, assez minimaliste par rapport à l'histoire, eh bien on pouvait justement faire un film d'exploitation cool, et on pouvait justement se régaler des codes du genre, et vraiment évidemment en rajoutant des subtilités, des couches supplémentaires, évidemment narratives, mais je me suis régalée à le regarder. Après c'était comme un peu une récompense après l'effort d'écriture que j'avais fait. Question, oui? Ou attends, ici, et puis après on passera. Good evening, and thank you for this film. Congratulations. I wanted to know, the background of this film is very dark, and however there's humor in this film. And to what extent is it important for you, humor in general and in this movie? Voilà, alors l'humour, le traitement de l'humour, qui évidemment, il y a la violence, mais il y a de l'humour. No humor was intended. Next question. C'était pas voulu. Next. No, seriously. Come on. It happens naturally. I really do. I started out in comedy, actually. My short film from 2004 was like a melancholy comedy about a guy trying to get a job. But, you know, then that had been done after. I had this brilliant idea, and films like Garden State and this kind of, you know, I'm an unemployed white guy living in a basement, they just became boring to me. So I tried to break in with feature films that were more of the genre ilk and just action and a kinetic nature to them, because I'm attracted to movies because of the visual potential. And so I thought like action and just speed and choreography and makeup effects and dust and smoke, whatever it is very attractive to me cinematically. But I never really kind of totally shed my comedic roots. And I never try to be funny. I never let the characters try to be funny, but I find these little deeply human moments or sort of awkward conflicts that I find hilarious, and so I let it come out naturally, and with a little bit of a trim or a cut, or just to know that the timing is often very comedic as far as when to cut away and what story beat you gotta hit. But I do love it, and I let it naturally come out, you know, and I don't try to tamp it down when it does. Alors d'abord, j'ai un peu, en fait, mes débuts, c'était, croyez-le ou pas, des débuts dans la comédie en quelque sorte. Mon premier film en 2004, c'était un short, c'était vraiment une comédie mélancolique, certes, mais une comédie quand même, à propos d'un mec qui a perdu son travail, qui vit dans une cave, et j'avais ces idées brillantes, un peu, je pensais à Garden State et tout ça. Je voulais vraiment faire ce genre de film. Puis à un moment, je me suis rendu compte que le blanc sans emploi dans une cave, c'était pas mon truc. Et que finalement, ce qui m'attirait, c'était les films de genre, c'était les films d'action, de visuels importants, avec vraiment de l'adrénaline, de la poussière, enfin, tout ça, c'était vraiment ce qui me motivait. Et donc, je n'ai pas entièrement oublié mes racines, disons, comiques, mais c'est vrai que je ne tente jamais de créer des personnages comiques en soi, mais en réalité je les laisse vivre presque organiquement. Et alors j'aime bien les instants un peu de maladresse ou de conflit qui finalement deviennent comiques quand on les voit. Moi je trouve ça très très drôle, et évidemment je fais très attention au timing, au montage, etc. J'adore ça, mais je n'essaie pas d'être comique, d'être drôle. Pour moi ça doit venir naturellement et presque organiquement. To give some perspective,
my favorite two comedies are Zodiac by David Fincher and Boogie Nights by Paul Thomas Anderson. D'accord. Alors voilà, vous l'avez compris, hein, juste pour bien situer hein, son sens du comique, ses deux comédies préférées, si je puis dire, c'est Zodiac de Fincher et Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Ça vous situe le genre de comique. Thank you for this precision, absolutely. Well, one of the elements that I found really great too, I'm not calling it comic or whatever, but it's the girls who kick ass in your movie. Alors je sais pas si c'est un événement de comédie, mais quand même c'est les filles, vous êtes d'accord? C'est elles les vraies, vraiment celles qui y vont quoi. Imogen is really the kick ass, hein? Oh yeah, I think, and I never want to stereotype either gender, but in my life, in my limited experience, I'm surrounded by female strength and male weakness. And so, yet, the hardcore punk scene when I was in it, in the 90s, every band I was in was all dudes. And there was a fortuitous event when casting this movie. We had cast the part of Sam in the Ain't Rights, the fictional band. I'll let you translate that. Ouais. Alors voilà, c'est vrai que je n'aime pas du tout le côté stéréotype, voilà, le genre masculin, féminin. Et c'est vrai que dans ma petite expérience limitée, en général, eh bien, moi dans ma vie, je suis surtout entourée par des femmes puissantes et des mecs plutôt faibles. Et à l'époque, dans la scène de hardcore punk, c'est vrai que tous les groupes, eh bien, c'est vrai qu'il n'y avait que des mecs. Et il s'est passé quelque chose au moment du casting de Sam. What happened? So we cast a male for that role, and he was a great actor. Right after we did so, however, Disney recalled him for reshoots, and we lost the role of Sam. And that's the manager of the band, the guy who takes charge and has a little less fun and shepherds the sheep. And then it was a revelation, like, you know, we couldn't find a better replacement, so what we did is I just immediately said, let's expand it to females, because there's got to be someone that can replace this guy. And we got a tape from Alia Shawkat, who plays Sam. She was perfect, and it was a good lesson for me, just that the key is the role and the energy, and it can be filled by anybody. And that was not planned, and I think really shifted the movie, and I look back and I'm very grateful. I'm sorry we lost that actor, but it ended up much better. But the character of... Actually, I'll let you. Alors oui, c'est vrai que lorsque on avait choisi enfin un acteur formidable pour le rôle de Sam, mais en fait il a été rappelé au dernier moment pour faire retourner certaines scènes sur un film Disney. Et donc c'était le manager, donc vraiment le mec important qui était celui qui portait un petit peu le groupe sur ses épaules. Et soudain j'ai une espèce de moment eureka. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne prendrais pas finalement une actrice? Évidemment, on a pris Alia Shawkat, qui est merveilleuse qui est parfaite pour le rôle de Sam. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, grâce à cela, que finalement, ce qui était important, c'est pas d'avoir un acteur ou une actrice, c'est d'avoir quelqu'un qui a l'énergie du rôle. Et donc, c'était pas du tout planifié, mais je suis très heureux parce que finalement, ça a donné une autre dimension au film, et je trouve que ça a fait un film bien plus intéressant. But as for the role of Amber, played by Imogen Poots, that was always designed to be the typical friend of the female victim who's in the shadows. She's ignored, she's like an extra, and slowly but surely she emerges from the shadows and she ends up taking over the traditional male role. She's the aggressor, she's the most pragmatic, she's the least emotional. She could steel herself and get it done, and that was fun for me, and also just like some kind of exercise where I was able to transition to a female lead and let her lead the way, and I hope it represents what might happen in our country. Ah. Ok, alors c'est vrai que du coup dans le rôle de Amber, j'ai tout de suite pensé à Imogen parce que pour moi au départ c'est l'amie typique de la victime, l'extra, celle à laquelle on ne fait pas attention, et petit à petit elle sort vraiment de l'anonymat si je puis dire, et elle reprend finalement
le rôle traditionnel du héros, du lead. Et c'est elle qui est finalement l'agresseur, c'est elle qui est pragmatique, c'est elle qui n'est pas dans l'émotion, c'est elle qui fonce, quoi. Et pour moi, en tant que réalisateur, d'abord, c'était très amusant de faire ça. Et c'était en quelque sorte un exercice, pour moi, de finalement passer à travers le film, justement, à ce que le héros, si je puis dire, du film devienne une héroïne, vraiment le lead. Et j'espère, entre parenthèses, que ce qui s'est passé, cette transition d'un héros masculin à un héros féminin, eh bien, ce sera un petit peu ce qui va se passer bientôt aux États-Unis lors des élections. Question. Ah, voilà. J'ai deux questions. Il y a un moment, il y a une scène où, en fait, Darcy, la scène elle se termine à ce moment, Darcy il dit au public ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. La scène elle s'arrête là. Alors je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire, enfin qu'est-ce que la scène veut dire, pourquoi elle s'arrête là, et c'est quoi le sens, qu'est-ce qu'on est censé comprendre. Okay. Et la deuxième question, je ne sais pas si je la pose maintenant. Non, on va d'abord passer ça. Voilà. There's a scene where Darcy actually is telling, the guys say, well, this is not a party, this is a movement. And then the scene sort of stops. What was your intention behind that scene or those Darcy's words? I thought it was a cool line. Voilà, j'ai compris une phrase cool, but more, more. No, but Honestly? it literally meant that this is not just fun and games. This is not just punk rock. This is about a movement. That's as far as I wanted to get, because I didn't want to actually have some sort of Nazi ideology and recruitment happening. I wanted to be more background, and it was exploring like just like an after-school program. He's talking about a racial advocacy workshop on Wednesday. It's very like, it's kind of boring, and it's like after school, like there's a PTA meeting. It's just not exciting. He's not doing some like really charged speech to get. He's just kind of taking care of business. But it was just to kind of allude to what they do and what I think the big workshop is next Wednesday. It's not right now, because right now we're not concerned about it. We're just trying to end the show and get out of here. So it was all about trying to pretend the lights were going out and they lost power, and just a ruse to get 90 people out of the venue so they could go slaughter these kids. Oui, alors voilà, donc en fait, c'est vrai que c'était aussi une manière effectivement de montrer que oui, c'était un mouvement, mais je ne voulais surtout pas passer du temps sur des idéologies, des discours idéologiques, des phases de recrutement, etc. Ce que je voulais explorer en fait et montrer, c'est que c'était finalement comme un atelier de mercredi, quoi, l'atelier où on va vous apprendre un petit peu ce que c'est que ce mouvement. Donc je voulais montrer que c'était finalement assez ennuyeux, qu'il n'y avait pas quelque chose d'excitant, que c'était pas un leader justement charismatique, et que la seule chose qui l'intéressait au fond, c'était que vite il termine en fait son petit atelier pour que ces jeunes soient prêts et aillent tuer pour lui. Voilà, c'était ça l'idée. La deuxième partie de la question, c'était quoi? Vous parlez de rock, de groupe de rock et de métal. Alors du coup, la scène française, s'il connaît des avis, des opinions, des goûts. Sur des groupes français. Oui. Okay, I mean, are you in any way familiar, because you were mentioning the punk scene, the metal scene, any familiarity with French groups, bands? No. I grew up in the 1980s, so there was no internet, and I was just in a very small town, and you had to look in the back of catalogs and order skateboards via the mail after you write in your check. It was very analog, and my access to music was the sort of the car ride between my house and the record shop. But I look forward to learning more. Alors voilà. En fait, non, il ne faut pas oublier, moi j'ai grandi dans les années 90 aux États-Unis, il n'y avait pas encore évidemment l'internet et tout ça. Donc pour moi c'était impossible à l'époque, vous savez, pour trouver même des groupes de punk, etc. Il fallait vraiment aller les chercher. Par exemple, quand on voulait commander du skateboard, c'était par catalogue. Moi j'ai une approche plutôt analogique, si je puis dire. Et ma seule façon d'avoir accès à l'époque à ce type de musique, c'était vraiment d'aller de ma maison au magasin de disques, et puis chez le disquaire, c'était tout. Donc je suis désolée, mais je vais me renseigner et apprendre davantage. I know Air. Ah voilà, Air. Ah bah oui. Justice. Air. Bon, alors vous voyez, voilà. Question. Bonsoir.
Tout d'abord, j'ai aimé votre film. Je l'ai déjà vu en fait en festival il y a quelques mois. Mais j'ai donc une question. Vous avez comparé votre film tout à l'heure à une de vos influences. Et vous avez parlé de complexité, que votre film était plus complexe. Pour ma part, je connais pas le film dont vous parliez, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que finalement, les personnages sont assez manichéens. Il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, même s'il y a quelques dissidents du côté des méchants. Et c'est pareil au niveau de l'avancement du scénario. On voit assez vite où vous voulez en venir. Du coup, quand vous parlez de complexité, et en plus aussi, oui, les personnages en soi sont pas très développés au niveau de leur background. On voit pas bien du coup qui ils sont, pourquoi ils sont là. Et donc, où vous vouliez en venir, on parlait de complexité du coup. Voilà, désolé. The gentleman saw the film already at the festival and likes it, but he disagrees with you when you said, when you mentioned earlier that it was more complex with more layers, because he finds that it's pretty black and white, good and bad, and the characters are not really, we don't really know where they come from, who they are. So basically, where is the complexity you were talking about? Well, this is your second viewing. Oui, ça fait So quand you même should assez- see more. No, it's fine. I mean, you know, where is the complexity of Straw Dogs? I think it's there. And if you don't see it, I'm not going to force you to. You know, this is a very layered film for me. And I only talk about the political undertone because I'm in France. In the USA, I can't talk about this. I have to just say it's a rock and roll movie about punks and murder. Oui, alors c'est vrai. D'abord, puisque c'est la deuxième fois que vous voyez ce film, normalement, vous devriez voir un petit peu plus de complexité quand même. Hein. Alors, par exemple, Straw Dogs, les chiens de paille, il y a beaucoup de gens qui diraient, mais où est la complexité des chiens de paille? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de couches comme ça, de complexité dans ce film. Donc chacun, évidemment, il voit ce qu'il veut. Mais par exemple, ici, je parle disons quand même du courant politique, enfin en tout cas du message plus ou moins politique qu'il y a dans ce film. Mais si quand je suis aux États-Unis, je parle pas du tout de politique. Pour les Américains, c'est un film rock and roll, hein, soyons clairs. Mais évidemment, pour nous en France, vous êtes quand même beaucoup plus... Voilà, on peut parler de politique et pas mal de choses. Plus intelligent, plus tout ça. But as far as complexity, you know, when I talk about it, it's okay. But when you experience the film, it's great if you don't see or come away with an intellectual weight, or wow, that was such a complex film. That's not the intention. If it maybe didn't work for you, but like, if the only thing the film does is get to your involuntary nervous system and make your heart beat a little faster, that's all I need. Alors, c'est vrai que de parler de complexité, c'est une chose, de la vivre à travers des images sur un écran, c'en est une autre. Et je comprends que l'intention, d'ailleurs, pour moi, n'était pas que vous, public, vous ayez une lecture complexe, finalement. Ma première intention, si la seule chose que vous ressentez en voyant ce film, c'est que soudain, votre système nerveux est légèrement ébranlé, si soudain votre cœur bat plus vite et plus fort, pour moi, c'est gagné. Question. Oui, et ce sera la dernière question. Dernière question à vous, last question. Bonsoir, déjà merci pour ce film. J'aurais voulu savoir, j'ai eu l'impression pendant le film que vous faisiez énormément de gros plans sur les maquillages notamment. Et du coup je me dis que les maquillages à mon avis étaient vrais et que c'était pas juste des images de synthèse ou autre. Donc est-ce que c'était juste une question de budget ou est-ce que c'était une envie de votre part? Est-ce que vous êtes de ces réalisateurs qui soutiennent le maquillage effets spéciaux réaliste et moins fait par ordinateur? Yeah, I mean, the lady said that there were a lot of close-ups of makeups and really like amazing ones. And I mean, they're not really, I mean, they look really real and not CGI. I mean, is it because of budget reason or is it because you belong to a school of directors who believe in the gritty of the realism of real makeup that you can see and not digital CGI makeup? Yeah, I mean, actually, I've learned a lot how to blend practical makeup effects with enhancement with visual effects. So there's actually a lot of
computer enhancement in this, but it's really about how you employ that. And yes, I mean, I'm from that era of filmmaking. John Carpenter's The Thing was one of my favorite films growing up, and still is one of my favorite films of all time. And I like the simple arts and crafts. I like that. I like camera tricks. I like fooling the audience. I like painting and sculpting. I like all that. I'm a very tactile filmmaker. But I really think, you know, when you're doing a film that's this brutal and this graphic, that every instance of makeup is designed. You know, 12 weeks before we even shoot, it's storyboarded. And I felt like sometimes for me as a filmmaker, it's more responsible to show a really disgusting, full frontal makeup effect, as long as there's an emotional component to it, as long as there's a real narrative cost and the people are feeling it and loathing it, you know. I also, there's a little rule in the movie that I deviated a little bit from, but the only gratuitous close-ups of makeup and gore are non-fatal. Ah, sorry, ah. Non-fatal. Ah oui. Alors voilà, c'est vrai que en fait j'ai appris, et je fais partie un peu de cette école, à mélanger finalement les effets spéciaux évidemment numériques digitaux et puis les effets spéciaux vraiment et puis le maquillage réel pratique sur scène. Donc en fait ce qui est intéressant c'est de mélanger les deux et les utiliser de façon tout à fait précise. Par exemple, moi je suis un grand fan, un de mes films que j'ai adoré quand j'étais adolescent et qui reste pour moi un des plus grands films jamais faits, c'est The Thing de Carpenter. Où justement, je suis un réalisateur, si je puis dire, assez tactile. J'aime les choses un peu brutes, j'aime aussi la caméra qui va un peu désorienter le public, j'aime jouer avec le public, avec ce qu'il voit, etc. Et c'est vrai que lorsque l'on fait des scènes assez brutales et graphiques, eh bien, je trouve que c'est très important que le public eh bien, reçoive ça comme un choc aussi. Et d'ailleurs, 12 semaines avant de tourner, j'avais déjà tout storyboardé et tout préparé en termes de close-up, etc. Donc c'est vrai que je trouve aussi qu'il y a une certaine responsabilité du réalisateur lorsque l'on fait quelque chose, l'on montre la brutalité de façon frontale et dure, eh bien il faut toujours qu'il y ait à ce moment-là une empathie, une émotion. Il faut que le public se sente complètement pris presque à la gorge par ce qu'il voit. Et en fait, il y a une seule règle pour moi, et je n'ai dévié qu'une seule fois, c'est qu'en général, quand on montre des choses aussi brutales, eh bien, elles ne sont pas mortelles. Mais j'ai fait une exception à la règle. Voilà. Merci. Ah, you want to add something? Yeah. I know that you didn't know what film you're seeing, so I'm not going to thank you for coming. But I do want to thank you for staying. So, merci beaucoup. J'espère tellement vous remercier d'être resté.